Pendant cette période de crise, plusieurs partis politiques apportent leur soutien au gouvernement de la République démocratique du Congo pour éradiquer la pandémie. C'est le cas du Front commun pour le Congo de proposer 10 solutions à l'équipe de la riposte pour effectivement rendre efficace la communication. Pour en parler dans ce studio et plus précisément dans ce magazine d'information, nous recevons pour vous Tony Elo, qui est communicateur du FCC. Bienvenue, Monsieur Tony. Merci pour l'invitation. Voilà, le FCC a proposé 10 solutions pour certainement rendre efficace la communication. Comment vous avez trouvé qu'il y a insuffisance par rapport à l'équipe de la riposte dans l'attaque contre la pandémie coronavirus? Bon, vous savez, nous sommes d'abord conscients de la gravité de la situation. Parce que, comme vous le savez, l'humanité tout entière est aujourd'hui en train de vivre les affres de cette pandémie. Le président de la République l'a dit, nous sommes en guerre, nous sommes aujourd'hui face à un ennemi qui est en train d'ôter la vie à nos compatriotes, mais aussi qui est en train de créer une vague incommensurable qui aura des conséquences néfastes à la fois sur le plan social et aussi sur le plan humanitaire certainement, mais plus encore sur le plan économique. Donc il était ainsi de la responsabilité du FCC, qui est un ensemble politique, qui est une famille politique, qui est la plus grande famille politique de la République, de pouvoir ainsi s'atteler à pouvoir proposer ce qui devrait être, selon nous, des pistes concrètes de solutions. Nous en avons proposé 10, comme vous l'avez dit. Bien évidemment, nous n'avons pas le monopole du savoir, ni encore de la connaissance, ni encore des solutions, mais il était pour nous nécessaire de pouvoir nous inscrire dans l'ordre du temps, dans la gravité de la situation, et c'est ainsi que le FCC a fait ces propositions-là. Et les 10, là, les plus percutantes sont lesquelles? Toutes sont percutantes parce que nous avons eu le temps d'analyser un peu toute la situation et évidemment nous pouvons les regrouper parce que lorsqu'on parle aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure de la question de la communication, il est plus que nécessaire aujourd'hui de se rendre compte qu'au démarrage de cette pandémie, dans nos murs ou je vais dire dans nos frontières, je pense que nous sommes autour du 8 ou autour du 10 mars, il y avait une cacophonie au niveau de la communication institutionnelle. Le ministre de la Santé s'était emballé, ou je vais dire emballé les pinceaux avec plein d'informations qui malheureusement ont été malheureusement balayées par la suite. Ça crée une cacophonie, ça crée un doute qui malheureusement a entraîné une vague de scepticisme au sein de notre société. La plupart de nos compatriotes ont douté de la véracité de cette pandémie parce que simplement, on leur disait une chose à 12 h et à 13 h, il y avait une nouvelle information contradictoire et on a compris que cette désinformation ou cette maladresse a entraîné malheureusement une attitude qui a été meurtrière. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 24 décès pour à peine 25 guéris. Et nous sommes aujourd'hui à un rendement de 332 personnes contaminées dans notre territoire avec 5 provinces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre gouvernement ou notre communication a failli, d'où la nécessité pour nous, comme FCC, de pouvoir le dire et de dire qu'il faudrait un réajustement communicationnel qui recentrerait évidemment le gouvernement dans le rôle qui est le sien comme responsable parlementaire ou je vais dire politique de tout ce qui se passe parce que à un moment on constate que vous avez plusieurs centres de décision, vous avez plusieurs centres d'impulsion, vous avez d'une part un secrétariat technique, de l'autre vous avez une task force qui également se retrouve au niveau du président de la République qui conseille le président de la République, mais on avait senti qu'il y avait malheureusement plusieurs centres qui créaient une cacophonie et qui ne permettaient pas de façon efficace d'aborder les questions de fond, les questions de prévention qui devaient bien évidemment guider l'action du gouvernement. Donc nous avons dit cela, nous avons dit que le gouvernement devait reposséder ses prérogatives et s'assumer parce que c'est elle qui sera comptable devant l'Assemblée nationale, il ne faut pas l'oublier, et chacun de ces faits devra être jugé à un certain moment. Et d'autre part, il était nécessaire aujourd'hui qu'on laisse au gouvernement de la République la responsabilité politique de pouvoir faire les engagements constitutionnels oui, est-ce que vos propositions sont vraiment prises en compte par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo ou bien le gouvernement a trouvé d'autres issues outre que ce que vous aviez proposé?
Non, les propositions ont été faites. Je pense que nous sommes un peu... oui, en tant qu'analyste, hein, c'est-à-dire est-ce que certainement le gouvernement... Au-delà de l'analyse, il y a également la responsabilité politique, parce que le FCC, c'est le coordonnateur national du FCC qui signe ce communiqué de proposition. Donc ça veut dire que tout membre du FCC endosse ses responsabilités, ses engagements-là ou ses propositions. Donc dans cette mesure-là, mais il est aussi de bonne loi de dire que nous devons aujourd'hui travailler à inciter notre gouvernement à améliorer la prise en compte de ces propositions, parce que le temps urge. Nous avons également parlé de cette question de la prise en charge des médecins en termes de motivation. Nous avons également parlé de cette question qui est cruciale aujourd'hui. Vous avez vu, on a parlé du confinement de la Gombe. Vous avez à peu près 89 000 habitants dans la commune de la Gombe. Permettez-moi cet exemple. On a confiné la Gombe pendant près de 2 semaines. Nous sommes en train de tendre à la fin. Combien de tests on a pu faire dans les domiciles des habitants de la Gombe? Ils ont dit qu'ils ont fait plusieurs tests. Non, on a parlé de 60 tests. Voilà, 60 dans tests, les maisons. Oui, c'est plusieurs quand même. Non, plusieurs. Attendez, le ratio, il est vraiment infiniment donc 60 tests, et qu'ils ont trouvé qu'il y a 2 personnes qui seraient contaminées. Mais oui, mais qu'allons-nous faire des 89 000 autres personnes, même 88 000 autres personnes? Allons dans l'absolu du ridicule. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut, et ça le FCC l'a dit, il faut aujourd'hui intensifier la question des tests. Dans d'autres pays, un peu comme la Corée du Sud, vous pourriez le voir, ils ont homologué un certain nombre de tests rapides qui ont fonctionné, qui ont permis un dépistage. Oui, il y a eu les tests rapides ici, comme par exemple à Lubumbashi, mais ces tests rapides n'est pas pris en compte par le gouvernement. Voilà, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une homologation. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait un travail de fond pour qu'on utilise le bon test et que celui-ci soit mis à la disposition du secrétariat technique pour accélérer notre capacité de dépistage. Parce que c'est l'autre volet du succès de la riposte, ce serait également dans ce volet-là de dépistage. Si aujourd'hui l'INRB ne devrait se limiter qu'à peu près à 132 tests journaliers, c'est insignifiant par rapport aux besoins. Nous n'avons qu'un seul laboratoire pour à peu près 26 provinces. Ça pose un problème. J'ai suivi l'éminent docteur Mukwege qui demandait à ce qu'il y ait un laboratoire au niveau de Bukavu. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait cette prise en compte de ce volet-là. Ça faciliterait le travail de l'équipe de riposte parce que nous pourrions ainsi dénicher les personnes malades et ainsi, pour ceux qu'on peut guérir ou garder chez eux à la maison, le faire, mais ceux qui seront dans les hôpitaux, avec les fonds qui seront alloués, améliorer la prise en charge. Mais tout ça, c'est le moyen. Vous n'avez qu'à regarder seulement pour l'INRB qui a été construit, le moyen qui sont partis. Et vous demandez pour le moment qu'on puisse encore implanter un autre institut national de recherche biomédicale au niveau de Bukavu, ça prend du temps. Ça va prendre du temps aussi, le moyen. Vous ne voyez pas que tout ça, ça demande aussi beaucoup de moyens que des paroles. Non, mais c'est cela. Et je pense que le gouvernement de la République doit pouvoir prendre la gravité de la situation. Les moyens, ils sont là. Il faudrait maintenant qu'il y ait une réqualification de certains postes de dépenses. Nous espérons qu'avec la reprise des plénières au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, il va rapidement être proposé par le gouvernement de la République une loi corrective qui serait bien évidemment présentée afin de pouvoir améliorer le budget. Pourquoi? Parce qu'il y a nécessité. Il faut réqualifier notre budget, il faut faire les amendements, les ajustements nécessaires afin de faire une meilleure affectation de nos revenus. Évidemment, avec la question de la chute des recettes fiscales et parafiscales, il est vrai que la caisse de l'État a beaucoup subi et malheureusement, nous risquerons de ne pas trouver grand-chose. Ouais. Voilà, vous êtes du FCC. Le FCC détient le nombre élevé des ministres dans le gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il faut normalement qu'il y ait un suivi. Est-ce que vous faites le suivi de vos propositions? Si ces positions seront certainement prises et respectées, parce que sur les 66 ministres, il y a un nombre élevé du FCC. Ben oui, vous savez, la situation, c'est un peu comme, pour permettre une bonne compréhension pour ceux qui nous regardent, nos compatriotes qui nous regardent, nous avons fait des propositions comme étant famille politique, le coordonnateur l'a fait, et nous avons nos joueurs sur l'espace de jeu qui sont engagés à nous trouver des résultats. Nous, un peu comme le sélectionneur, le coach,
nous sommes, nous, à la vue de ce jeu qui est en train d'être fait. Nous avons l'avantage de voir la globalité du jeu et de voir également les performances de tout un chacun. Et en tant que sélectionneur ou en tant qu'entraîneur, nous gardons la liberté de faire des suggestions, de faire des ajustements lorsque cela sera nécessaire. Aujourd'hui, ces propositions doivent être évidemment prises dans ce cadre-là. Nous avons certes un gouvernement de coalition, mais ce gouvernement nous engage ou ne nous empêche pas aujourd'hui comme famille politique de pouvoir porter notre voix lorsque nous sentons qu'il y a péril en la demeure. Et c'est ce que nous avons fait et nous vous assurons que ces propositions que nous avons faites, nous les avons transmises aux ministres qui, dès l'instant où ils sont investis de ce pouvoir, il faut le rappeler, ne sont plus les commis du FCC, mais sont les commis de la République. Donc, ils se doivent évidemment de pouvoir d'abord s'engager dans les ministères qui est le sien, et évidemment de prendre en compte les points de vue de notre famille politique, comme celle des autres. Il faut réellement faire vivre l'idéal républicain au-delà des considérations partisanes. Voilà, au-delà des considérations partisanes, mais il y a aussi un problème. Outre l'aspect sanitaire, il y a cet aspect politique qui s'était invité au débat, c'était le Congrès. Le Congrès, jusque-là, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme la déclaration de l'état d'urgence. Est-ce que c'était un camouflet pour le FCC? Pas du tout. Écoutez, le juge constitutionnel s'est établi ainsi comme l'arbitre d'une polémique qui a été créée de toutes pièces par des pêcheurs en eau trouble. Et entretenu par le FCC. Par des pêcheurs en eau trouble qui, par manque évidemment de sensations fortes, ont voulu créer une polémique artificielle. Ce sont malheureusement les zélateurs du chaos, les zélateurs du complot qui ont voulu ainsi manipuler l'opinion, ainsi en exhibant un complot qui n'existe que dans leur tête. Il faut rappeler que certaines de ces personnes sont en souffrance dans leur propre parti politique, d'où la nécessité pour eux de pouvoir se relancer par des vagues populistes et malheureusement de manipulations qui sont totalement irresponsables. Mais quelle est la responsabilité du FCC dans tout cela? Notre responsabilité comme première force politique, comme première force politique de la République, c'est d'aller au-delà de cette polémique de bas étage. C'est d'aller vers l'avenir. C'est d'aller aujourd'hui vers ce qui est le plus essentiel. Et pour nous, le plus essentiel, c'est la lutte contre le Covid-19. Et évidemment, prendre en compte les mesures d'atténuation qui sont nécessaires au vécu de nos populations. C'est en cela que le FCC veut travailler. Et n'oublions pas que ce soit aujourd'hui les propos qui ont été tenus par le président du Sénat, ceux-ci, et même par la présidente de l'Assemblée nationale, ceux-ci ne sont sortis que par le souci que ces hautes personnalités ont de leurs fonctions, parce qu'il faut quand même rappeler, bien évidemment, on ne va pas commenter l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, bien évidemment, cherche un compromis entre deux articles de la Constitution, l'article 85 et l'article 119, mais nous voulons ici rappeler la nécessité de sauvegarder l'équilibre institutionnel dans le principe sacro-saint de la séparation de pouvoir. C'est en cela que nous nous inscrivons. Nous considérons qu'il n'y a de sacré que la souveraineté du peuple. Et dès l'instant où le peuple a élu un président de la République, du même moment où, au même moment, ce même peuple a élu une Assemblée nationale et par, évidemment, de façon indirecte, un Sénat, chacune de ces institutions ayant reçu la légitimité du peuple souverain se doit d'exister, se doit d'exercer ses prérogatives constitutionnelles. Et c'est cela qu'a voulu rappeler le président du Sénat, au-delà de toute polémique. Maintenant, ceux qui veulent arracher à ce compatriote ou à cette institution majeure ce droit de pouvoir faire vivre la démocratie, nous les accuserons de dictature, tout simplement parce qu'il ne peut y avoir de supériorité nocive au point de vue institutionnel qui briserait ainsi l'équilibre institutionnel. Oui, et ça, c'est très grave. Oui, parce que pour eux, ils se disent... Le même Alexis Thambou Mbamba, le président du Sénat, a déclaré qu'il ne devrait pas se réunir lorsque toutes les conditions ne sont pas respectées. Et quelques semaines après, ou 2 semaines après, Alexis Thambou Mbamba demande à ce qui est organisation du Congrès. Alors, vous voyez certainement une main noire derrière cette histoire. Peut-être un coup d'État constitutionnel, la destitution éventuelle du président de la République. Non, vous savez,
Monsieur Jean-David, Monsieur Alexis Thambwe Mwamba est resté dans un cadre constitutionnel. Il n'est pas allé dans la divagation, il n'est pas allé dans les élucubrations de je ne sais pas quoi ou de quelle manière. Il est resté dans un cadre qui lui était constitutionnel, il s'est appuyé par de là l'article 119 de la Constitution. Et ici, il est important de rappeler qu'en aucune manière les organes parlementaires ont cessé de fonctionner. Bien évidemment, il n'y avait plus les plénières, mais il y avait toujours les commissions qui ont continué à fonctionner. Les bureaux également ont continué à fonctionner. Il y a eu une suspension des plénières, mais cette suspension avait eu pour soubassement simplement la nécessité de pouvoir assainir d'abord le cadre de travail afin d'éviter que les sénateurs et les députés entrent dans un cadre qui ne serait pas protégé. Donc, la nécessité pour eux de suspendre ces plénières-là. Mais en aucune manière, le Covid ne peut tuer la démocratie. En aucune manière, on pourrait dire, écoutez, au nom de je ne sais pas quelle crise sanitaire, lorsque le besoin se fait ressentir, il faudrait ainsi occulter une grande partie de notre Et même la présidence a demandé quand même des excuses. Certains porte-parole, on a vu Tina Salama, on a vu aussi Kasongo Mayambamba demander à Alexis Thambwe Mwamba de pouvoir présenter les excuses auprès du président de la République. Je pense qu'il s'agit là d'opinion personnelle. Je n'ai pas... Mais c'est fondé, non? Non, c'est fondé parce pour eux. Parce que Alexis Thambwe Mwamba, les propos qu'il a tenus, c'était pas discourtois, selon le porte-parole de la présidence. Vous avez bien dit, selon le porte-parole de la présidence, je ne considère pas que ce point de vue-là soit institutionnel. Le seul point de vue institutionnel est celui qu'il y a entre les institutions. J'ai vu une réunion où le président de la République, chef de l'État, a convoqué le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, afin de voir ensemble, entre ces trois institutions, comment ils vont faire face aux mesures additionnelles qui devront être mises en place, évidemment, dans le schéma constitutionnel. Le chef ne les aurait pas réprimandés. Non, écoutez, ça c'est de la politique, je n'y entrerai pas. Laissez à chacun la liberté de ses opinions, laissez à chacun la liberté de ses chicanes. Nous considérons qu'il faudrait que nous élevons le débat au-dessus ou au-delà, évidemment, de cette politique qui a toujours eu, malheureusement, à guider l'action de certains politiques. Il y a les opinions personnelles, il y a la Constitution, il y a les institutions, il y a le divin principe de la séparation et du respect des institutions auquel l'EFCC s'accroche, et puis c'est tout. Que chacun, évidemment, à chacun de ces niveaux, y garde sa pensée. Maintenant, regardons vers l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est quelle est la réponse que nous donnons maintenant au Covid-19 ? Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il y a nécessité de proroger l'état d'urgence. Comment nous procédons? Quelles sont les mesures additionnelles? Non ? Quelles sont les mesures additionnelles qui, évidemment, devront être mises en place? J'ai suivi qu'il y a eu un conseil de ministres qui a adopté un projet d'ordonnance additionnelle. Nous considérons que c'est une première étape qui devrait, évidemment, s'aligner à la procédure constitutionnelle. Aujourd'hui, il est plus que temps qu'on puisse dépasser ce débat de personnes et aller dans les prescriptions. Il y a le port obligatoire de masques, c'est suffisant pour aussi lutter contre le Covid-19. C'est suffisant, il y a d'autres mesures. Il y a, à ce stade, je pense que toutes les mesures barrières... Mais regardez, on s'attendait à ce qu'il y ait un couvre-feu. C'est comme si les couvre-feux n'est pas d'actualité, on ne veut plus parler. Les mesures, je pense qu'il y aura des mesures additionnelles. Il y aura évidemment des rectificatifs qui devront être apportés par les chambres et les élus du peuple. Et je pense que dans cette vivacité ou dans la vivacité de notre démocratie, nous aurons les meilleures mesures. Mais vous savez, lorsque je vois aujourd'hui comment ça se passe ailleurs dans d'autres pays en Occident ou en Asie, je considère que notre classe politique doit comprendre que c'est dans l'union des forces, et c'est ce que le FCC a dit, que nous allons vaincre. Mais si par malheur, nous considérons que la gestion de la crise doit devenir un casus belli pour certains qui, en manque de positionnement ou je ne sais pas, en crise de légitimité, considéraient cette situation comme le moment d'en découdre avec des adversaires politiques, je dis attention. Attention parce qu'aujourd'hui... Vous faites allusion quoi, à ce qui se passe à la justice ou comment? Non, nullement. Je pense que je suis un bon Montesquieu, donc je vais dire tout simplement que sur le débat de la justice, nous avons une position très tranchée. Le FCC a dit très clairement que nous n'allons pas nous immiscer dans les procédures judiciaires en cours. Nous considérons que la justice doit de pouvoir lorsque vous parlez d'en découdre exercer avec ses adversaires, vous faites allusion à quoi?
Ben non, je pense que c'est un avis qui est général. Lorsque j'ai vu le vice-président de l'Assemblée nationale descendre sur le ring et donner des coups au président... le premier vice-président. Au président du Sénat, je considère que là, il y a une anomalie. La République vient d'en souffrir. Nous considérons qu'aujourd'hui, il y a un problème. Et ce problème-là, c'est cet éventail ou épouvantail qu'on voudrait ainsi présenter, faire du Congrès, qui est pourtant constitutionnel, d'en faire ainsi un champ d'affrontement politique. Je me dis qu'il y a un sérieux problème. Il y a certains acteurs politiques qui ne voient pas, la gravité de la situation, mais aussi la gravité de la fonction ou des fonctions qu'ils ont. Se permettre ainsi de déposséder toute cette majesté de poste ou de fonction à ce qu'il y a de plus vil dans un débat où on utiliserait des termes mensongers ou populistes simplement pour manipuler l'opinion au sens de nos peurs ou au sens de nos fantasmes. C'est là où la République aura réellement des problèmes. Et nous voulons ainsi rappeler que nous devons nous recentrer sur l'essentiel. Merci. Merci à vous, Tony Elo, de votre passage dans ce magazine d'information. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.